Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et calculer les autonomies, c'est la modèle Y Propulsion, mais le nouveau modèle, le modèle le plus entrée de gamme. fiche technique. Allez, la fiche technique, c'est parti. Autonomie WLTP 534 km pour une batterie de 60 kWh net environ. On sait pas trop en fait. La batterie, ça on le sait, c'est du LFP. La transmission se fait au roue arrière. La puissance du moteur est de 299 chevaux. Le couple, bon là il y a marqué 0, mais en fait il n'y a pas de chiffre connu. C'est quand même dingue. Le 0 à 100 est donné pour 7 secondes 2. La vitesse max pour 201 km/h. Et le poids à vide est de 1906 kg. Côté recharge, la puissance max en AC est de 11 kW. La puissance max en DC est 175 kW. Mais le principal, c'est le 1080 qui se fait a priori en 24 minutes, mais on n'a pas eu le temps de mesurer. Le prix du modèle de base au moment du montage de cette vidéo est de 40 990 €. Le prix du modèle essayé, 40 990 € aussi. Mais il y a plein d'aides. Des aides à la reprise de votre ancien véhicule ou la prime CEE qui font largement baisser le prix de cette voiture et qui la rendent très très intéressante. Et en plus, vous pouvez avoir 1000 km de supercharge gratuite en vous faisant parrainer. Si vous n'avez pas de parrain, n'hésitez pas à aller sur lachaînev.fr, rubrique parrainage Tesla. C'est pas pour nous, c'est des abonnés qui sont parrains actuellement. Mais ce serait dommage d'acheter une Tesla sans vous faire parrainer. Allez, on continue. Tesla modèle Y standard. Il y a plein de gens qui disent attention, cette voiture est ultra efficiente. Je demande à voir. Ouais. Pourquoi elle est ultra efficiente? Parce que au niveau aéro, elle a été améliorée avec le temps. Elle a les jantes 18 pouces en tôle au lieu de 19, 20 pouces, etc. Les jantes 18 pouces qui sont des Hankook Ion Evo SUV EV. Enfin, du coup, c'est pas les jantes, c'est les pneus, mais. Allez, attends, je la refais. Bah non, c'est pas grave, ça me va. Bon, bah d'accord. Mais quand même, ça reste un SUV, une tonne neuf, on l'a vu. Bah ouais. Ça m'étonnerait que ce soit efficient cette histoire. Ouais, c'est pas une e-up quoi. Voilà. Bref, dans cette vidéo, on va faire une présentation intérieure, un trajet ville, un trajet route, un trajet autoroute. On va faire le tour extérieur de la voiture, on va regarder un peu l'espace à bord. On va tester les consos. Le but, c'est faire les consos ville, route, autoroute. Voilà, on va comparer la conso de cette voiture avec la Ioniq 28, évidemment. C'est pas une comparaison directe, c'est une voiture témoin. Évidemment, on va pas comparer un SUV avec une berline, pas ta taille de batterie, pas une puissance. Bref, on le sait déjà. Voilà. On compare toutes les voitures avec la Ioniq 28 pour avoir un point de référence commun, sachant que la Ioniq 28 est la voiture la plus efficiente de tous les temps. Ah. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne EV parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures. Pour le coup, cette voiture, on l'a pas longtemps. On l'a pris à Tesla Mérignac, qu'on remercie énormément de nous avoir prêté la voiture. Donc on l'a une seule journée, donc il n'y a pas tout le feeling qu'on peut avoir au bout d'une semaine ou deux. Bon. Après Tesla, on connaît quand même. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram parce qu'Instagram c'est cool et voilà. Là j'aime bien trouver des arguments pour convaincre les gens, tu vois. Ouais. C'est cool et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le volant sur la ville et la route et à la fin de la route, on swap. Switch. C'est Alex qui conduira sur l'autoroute. C'est parti, on rentre à l'intérieur et on fait le tour et on démarre avec la ville. C'est parti. Allez. Le parcours ville, c'est environ 17 km dans les rues de Lateste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. C'est parti. Bon, et bien voilà, on va attaquer. Alors, première chose, quand on achète la voiture, on nous donne une carte. C'est une carte mode carte de crédit. Tout de suite, la voiture vous propose de lier votre téléphone à la voiture et du coup, le téléphone devient la clé de la voiture. Ça, c'est vraiment trop génial. Ça veut dire que vous voulez aller acheter du pain, vous partez avec votre téléphone dans la poche, la voiture s'ouvre, elle démarre et puis vous payez avec votre téléphone, vous revenez. Enfin, voilà, c'est génial. Alors après, il y a des gens qui disent quand tu n'as plus de batterie dans le téléphone, il te reste la carte. La carte, vous la mettez dans votre portefeuille, vous y touchez jamais et puis quand vous n'avez plus de batterie avec votre téléphone, vous ouvrez avec la carte. Bon. Deuxième intérêt de la clé sur téléphone, c'est qu'on peut envoyer la clé à un ami. Par exemple, là, c'est ce que j'ai fait avec Alex. Je lui ai prêté ma Tesla Model 3. Je lui ai envoyé la clé. Il peut la conduire et truc de dingue, c'est que quand on fait un réglage comme ici avec les sièges, on règle nos sièges comme on veut avec son compte. Si je prends une autre Tesla Model Y que quelqu'un me prête, quand je vais m'installer à l'intérieur, les sièges vont se mettre avec mes réglages. Les réglages de la voiture sont dans le cloud. C'est fou, hein. Ça, c'est vraiment génial. Bon, sinon, on est à l'intérieur de cette Model Y qu'on appelait avant standard, c'est-à-dire c'est pas la version premium, c'est une version moins bien équipée. On la reconnaît au fait que là, il y a un grand trou, il n'y a plus la console centrale, mais on garde quand même les deux docks de charge, ça c'est cool. Truc qui est vraiment hyper bizarre, je trouve, c'est le réglage des sièges. Regardez, ici, il n'y a pas de réglage sur le côté du siège. Pour régler les sièges, il faut aller ici dans le menu, tac, réglage des sièges, où on incline et tout, voilà. Bon, on ne change pas ces sièges tous les jours, surtout qu'il y a des mémoires. Si vous êtes deux dans la famille, chacun a son compte Tesla, son accès Tesla à la voiture. Et en plus, on peut dire que quand c'est ce téléphone-là qui ouvre la voiture, c'est le réglage de JC. Et quand c'est l'autre téléphone, c'est le réglage de ma femme, par exemple. On ne touche pas tous les jours au siège, mais quand même, c'est un peu bizarre. Sinon, on n'a plus de toit vitré. Alors, on a un toit en verre au-dessus, mais il est fermé à l'intérieur. C'est quand même
assez bizarre comme concept. C'est une logique industrielle. Ça serait Stellantis qui ferait ça, tout le monde se foutrait de leur gueule. C'est Tesla, donc personne ne dit rien, mais quand même c'est bizarre. Et donc au niveau des équipements, bah voilà, on a des sièges chauffants à l'avant, mais plus à l'arrière. On n'a plus les sièges ventilés à l'avant. On a le volant chauffant. On a le volant chauffant. Et tout se règle ici dans le menu. Ici, on dirige son flux. Voilà. Pareil pour le passager. On peut passer à l'arrière, où là, bah, le flux arrière est éteint parce qu'il n'y a personne derrière. On a un mode maintien, un mode animal de compagnie, un mode camping. Le mode chien, le fameux mode chien qui est vraiment génial. Bon, l'OS, tout le monde connaît, c'est ultra fluide, c'est vraiment génial. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, maintenant, quand on compare avec ce qui se fait ailleurs, bah, ça évolue pas très vite. Il y a beaucoup plus de notions de personnalisation, par exemple chez Xpeng ou chez même Leapmotor, que sur Tesla, en fait. Ici, par exemple, quand on appuie longtemps, on peut personnaliser son écran du bas. Par exemple, rajouter Spotify ici. Je rajoute des choses, mais on peut mettre ici que 5 applis. Ici, c'est les applications récentes. Et tout ça, ici, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le bouger, alors que chez les autres, on peut tout bouger. C'est plutôt pas mal. On n'a pas de panneau de raccourci en descendant le doigt sur l'écran. C'est ici les raccourcis. Et alors, tout se gère à l'écran. On va le voir en roulant. Il y a, déjà moi sur ma Model 3, il n'y avait pas grand chose qui se faisait manuellement, mais il y en a encore moins. Réglage des sièges, autopilote, synchronisation de la vitesse du régulateur et tout, tout se fait sur l'écran. Même marche avant, marche arrière, on va en parler dès qu'on va partir. Sinon, l'écran ici, il est vraiment très grand, mais ça pose un petit problème, je vous montre. Ça, c'est la vue que j'ai depuis mes yeux. Si je mets ma main ici en conduisant, bah vous voyez bien. Alors moi je le vois pas parce que l'écran il est vraiment trop près de moi là. D'ailleurs je me demande si c'est pas un peu ridicule. Et ben vous voyez ça cache une partie de l'écran quand même. Hein. Ça cache les consos en bas à gauche, ça cache le bouton menu. Bon, c'est pas la fin du monde. Sinon le réglage des rétros, le réglage des sièges, tout se fait électriquement depuis l'écran, sauf le volant qui est devenu manuel. C'est une version d'entrée de gamme, mais c'est un petit peu dommage. C'était la magie de Tesla d'avoir, quand on s'assoit dans la voiture, tout qui bouge. Les rétros, les sièges, le volant, comme on a réglé. Là, à chaque fois, si avec votre femme, vous avez vraiment un réglage différent, à chaque fois, il va falloir changer la position du volant. On n'a plus de commodo ici, de sélecteur de vitesse, mais ça fait un petit bout de temps depuis les Tesla Model 3 Highland. Par contre, on a ici un commodo de clignotant. C'est plus un commodo à 2 paliers, un palier clignotement d'autoroute et un palier clignotement permanent. C'est comme un bouton, c'est on-off quoi. On lève, hop, ça met les clignotants. C'est des clignotants automatiques, c'est pas mal parce que sur autoroute, quand vous mettez les clignotants à droite et que vous changez de voie, ça s'arrête quand vous êtes dans la voie d'à côté. C'est pas un clignotement genre 3 clignotants. Sinon, au niveau des matériaux, bah, c'est pas mal. Hein. Là, c'est un peu moussé ici. Ici, c'est moussé. Ici, c'est moussé. Là, c'est du plastique dur et on a perdu la petite moquette de la Model Y. Ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, tout ce qu'on va mettre là-dedans va faire du bruit. Ici, ce bac de rangement, c'est en plastique dur et tout ce qu'on mettra dedans va forcément bouger. Ça, c'est vraiment pour mettre un sac à main. C'est pas pour mettre des objets. Si je mets, par exemple, le bip de mon portail, bah, vous vous doutez bien qu'à chaque virage, à chaque accélération, ça va bouger là-dedans, ça va faire du bruit, ça va être chiant, putain. Bref. Sinon, au niveau des applications dans l'OS, au niveau de la musique, on a quand même pas mal de choix. Hein. On a Apple Music, TuneIn, radio, Bluetooth, Apple Podcast, Amazon, YouTube Music, Spotify, Tidal, Audible et Karaoke. Il y a quand même le choix. Bon, maintenant, on va se mettre en mode Ioniq 28 Challenge. Ça veut dire qu'il y a des règles. La première règle, c'est de se mettre à 22 degrés. Je l'ai mis au minimum pour pas que ça fasse trop de bruit, mais je suis quand même en mode auto. Donc hop, ici, 22 degrés, ok. Ensuite, on se met dans la régène la plus forte. Dans dynamique, on voit que on a accélération, confort ou standard, on va rester en standard. Décélération, donc ça c'est la régène, réduit ou standard, on va se mettre en standard aussi. C'est le mode de régène le plus fort. On ne peut pas choisir si on veut autre chose que du one pedal. C'est du one pedal tout le temps, marche avant, marche arrière, donc ça c'est génial. Donc régène forte, climat 22 et mode d'accélération standard. Tout va bien. On va remettre les trips à zéro. Et ça, dans la dernière mise à jour Tesla, il y a vraiment une dinguerie, c'est ça. Donc ici, il y a tous nos trips. Trip actuel, depuis la recharge, trajet A, trajet B. Et on peut créer des trips ici en ajoutant un trajet. Donc moi, j'ai fait un trajet Ioniq 28 Challenge. Ça, c'est le trajet global depuis que je l'ai débranché à 100%. Et ça va être notre compteur de conso de section. Donc quand on va partir, je vais faire hop, et je vais le remettre à zéro. Ça, pour les gens qui aiment les stats, c'est vraiment trop bien. Bon, ben voilà, je pense qu'on est prêt à partir. Je vais appeler Alex. Ouais. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que les porte-gobelets, là, ils sont pas mal parce qu'il y a des petits picots mous à l'intérieur. C'est pas des picots durs. Quand on met quelque chose de gros comme ma gourde de Oli, j'appuie, je presse, elle est calée, elle ne bouge pas. T'aimes ça, les picots mous, hein? Je vois pas de quoi il veut parler. Quand tu mets ta grosse gourde. On a le droit d'aimer les picots mous et les grosses gourdes. Chacun ses fantasmes. Donc, je remets à zéro. La voiture compte
les consos à l'arrêt. Tesla le faisait pas, ça a été modifié lors d'une mise à jour. Maintenant, la voiture compte les consos à l'arrêt, donc on va enfin avoir un écart à la recharge pertinent. Et ça, c'est cool. Parce qu'on avait fait une vidéo où on s'était mis avec le chauffage à fond et tout pendant 20 minutes, etc. Donc ça fait 30 minutes qu'on est sur ce parking avec le chauffage à fond, les fenêtres ouvertes. Ma consommation, elle a toujours pas progressé. 24,6, toi. Je suis à 38,5 kWh au 100. Et elle comptait pas les consos à l'arrêt. Et ça a changé. Donc il n'y a pas de bouton, évidemment, il n'y a pas de bouton on-off sur la voiture. Quand on ouvre la voiture, elle s'allume. Quand on referme les portes et qu'il n'y a plus personne, elle s'éteint. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le top. Pourquoi évidemment? Parce que c'est une Tesla, enfin tout le monde le sait, voilà, c'est tout. Il n'y a plus de commodo ici, marche avant, marche arrière. Moi, je le déplore parce que c'était vraiment génial. En plus, on pouvait le faire quand la voiture n'était pas arrêtée, sans appuyer sur le frein. Les manœuvres étaient ultra rapides. Maintenant, c'est ici à l'écran. On va vers le haut pour aller en avant, on va vers le bas pour aller à l'arrêt. Et surtout, si jamais pour X raison il y a un défaut ou un problème avec l'écran, bah on n'a plus de commande physique pour juste avant circuler. Si, il y en a en haut là, je crois. Attends, si j'appuie sur le frein. Bah. Bon, après, je crois qu'il y en avait en haut, mais ça s'allume pas. Bon. Bon, ok. Bon, bah j'ai tort alors. Par contre, quand je dis qu'on a perdu le commodo, que c'est trop bien, il y a des gens qui me disent oui, mais maintenant on a la marche avant-arrière automatique. Et c'est vrai, là j'appuie sur le frein et là elle a tout de suite sélectionné le mode drive parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose derrière et que je vais me barrer en avant. Si tu lâches et que tu refreines, est-ce qu'il va reculer? Non. Ah, si t'avances un peu là. Là, hein? Si t'avances un peu, tu pourrais très bien avancer un peu pour après vouloir reculer pour te garer. Tu vois. Non, parce qu'elle percute que si je fais une manœuvre, je tourne en avant, j'avance, je m'arrête. Elle dit maintenant, si avec le pied sur le frein, tu vas à gauche, ça veut dire que tu vas reculer et elle passe en marche arrière. Vas-y, fais-le, fais l'essai là, vas-y. Alors, je vais vous montrer. Je veux la preuve. Donc j'avance, par exemple. Attends, il faut que je fasse un truc qui ressemble à une manœuvre. Donc si je fais ça là, voilà. Là, je vais me foutre contre le mur. Voilà. J'appuie sur le frein. Là, il met, si tu tournes le volant à droite, ça va passer en marche arrière. Hop, c'est passé en marche arrière. Ah ouais, non, c'est pas mal quand même. Mais les gens qui me disent que ça, c'est bien, mais c'est pas incompatible avec les commodos en fait. Le combo idéal, ça serait... Oui. Ça serait commodo plus ça. Parce qu'en fait, des fois, ça marche pas et tu es obligé de regarder l'écran. En fait, cette voiture, on va le voir tout au long du trajet, que tu es très très souvent obligé de regarder l'écran. Et ça, c'est dommage. Sur pareil, c'est juste laisser le choix aux gens en fait. Alors là, par contre, il me met en marche arrière. Bon, bah voilà, là par contre, je suis obligé de repasser en marche avant parce que là, il veut pas. Du coup, tu te dis, tiens, ça va le faire ou ça va pas le faire? Du coup, je sais pas quelle est l'habitude qu'on réussit à prendre. Peut-être qu'après, les gens, je sais pas, il y a un bruit, il y a un truc, je sais pas, qui fait que tu sais. Mais tu es obligé de regarder l'écran pour voir ce qui se passe quand même. Alors qu'avant, tu faisais hop, 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 sans regarder. Par contre, il y a un truc qui est trop cool, c'est que devant, il y a un petit nettoyeur de la caméra avant. J'adore. Allez, je remets à zéro. Allez, on est parti. Donc là, je suis en marche avant. Ouais, je suis en marche avant. Moi, j'appuie sur le bouton physique drive du coup. Hein. La pédale d'accélérateur Tesla, pour moi, c'est la meilleure. La cartographie de la pédale, elle est trop bien. On peut rouler vraiment sans doser trop au pied à 1 km/h. Faire des manœuvres en one pédale ultra facilement. Ah, là, il n'y a rien à dire. C'est le top. Alors là, on est sur une LFP. Je suis à 97% de batterie. Et mon indicateur ici de régène n'est pas assuré. Bon, il fait 18 degrés. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Le Ioniq 28 Challenge, c'est entre 15 et 25, idéalement entre 18 et 25. Il fait 18 degrés, donc c'est parfait. Et moi, sur ma voiture à 98% à 18 degrés, je pense que j'aurai une partie de la régène qui n'est pas disponible. Donc la barre qui est un peu assurée. Et là, c'est pas le cas. Donc là, du coup, je te suis. Effectivement, il y a pas le grand bandeau lumineux qui fait toute la traversée de la voiture quoi, à l'arrière. Bon, au niveau confort, moi je trouve que c'est quand même assez dur. Hein. Là, les sièges en tissu, là, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je l'ai pas assez roulé pour donner un avis direct là, donc on va pas noter ce que je dis là. Bon, bah moi je trouve que c'est assez dur quand même. Le VESS, on en parle ou pas? Tiens, on va réduire la vitesse un peu. La dernière fois, j'ai dit que les Tesla ne faisaient toujours pas de bruit. Et là, j'ai la fenêtre ouverte, je n'entends aucun bruit. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit ça fait un bruit blanc. Je sais pas d'où ils sortent cette expression. Je n'entends absolument rien. Tesla, c'est des malins et des filous. Je pense qu'ils sont toujours à la limite de la légalité sur toutes les obligations européennes. Et ils ont dû arriver à faire le bruit minimal pour que ça passe à l'homologation. Mais franchement, on n'entend rien. En tout cas, dans la bagnole, t'entends rien du tout. Hein. Et tu sais, ça se trouve, ils ont fait les trucs, c'est une certaine fréquence. Faut avoir moins de 6 ans pour l'entendre. C'est pour pas éclater les gosses de 6 ans, mais 7 ans, tant pis. Faut regarder avant de traverser. Bon, par contre, on a le bon bruit de marche arrière, de secoupe volante. Ça, y a pas de débat. Toujours. On a parlé du confort des sièges. J'ai pas parlé du confort des suspensions. C'est un peu raidasse quand même, hein. Ah! Alerte de survitesse. Alors, alerte de survitesse. Pour supprimer l'alerte de survitesse, il faut cliquer sur un picto sur l'écran qui fait genre 6 mm de diamètre. Il faut vraiment mettre sa main, cliquer, et voilà, on ne l'a plus. Là, pour supprimer l'alerte de survitesse,
T'es obligé de regarder l'écran parce que c'est tout petit, il faut viser quand même. C'est-à-dire que pendant une seconde, tu lâches la route des yeux. Alors que chez toi, par exemple, sur ta Hyundai, t'appuies longtemps sur le bouton mute, ça l'enlève, tu regardes même pas l'écran en fait. Ou sinon, carrément, le My Safety Perso de Renault qui est pour moi l'idéal. Et donc le confort des suspensions, bah, c'est un peu ferme quand même, mais ça confère à la voiture un certain dynamisme dans la conduite qui est appréciable quand on aime le dynamisme, ce qui est mon cas. Que d'arguments. Mais non, mais on n'est pas sur un SUV, tu sais, où dès que tu tournes le truc, tu prends du roulis. Ah, ça, je suis d'accord. Mais bon, ceux qui aiment le dynamisme lui préféreront une Tesla Model 3. Forcément. Sur cette voiture, il n'y a pas Android Auto et Apple CarPlay. Il y a des gens qui s'en plaignent. Moi, je trouve que, comme on le dit souvent, Alex. Comme tu le dis souvent, surtout. Mais toi-même, tu l'as dit avec la Polestar 4, Alex. Arrête de faire genre. Quand l'OS se suffit à lui-même, pas besoin d'Android Auto, Apple CarPlay. Là, il manque 2-3 applications, mais quand même, moi, Apple CarPlay ne me manque pas, mais bon. Oui, mais c'est toujours pareil. Avoir la possibilité de, ça donne juste le choix. C'est toujours pareil. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, je suis pas sûr que ce soit ça qui soit le plus complexe de rajouter un Apple CarPlay à un Android Auto quand tu vois que toutes les marques le font, même les plus low cost, quoi. Tu as raison, Alex, c'est la devise de notre chaîne, laissez le choix, et j'ai trahi cette devise, et je m'en excuse, je vais me fouetter avec des orties fraîches. La preuve, regarde, Xpeng l'a fait, et d'ailleurs, l'intégration est plutôt très bonne. Elle est excellente. Surtout que maintenant, on a Gemini sur Android Auto. Eh oui. Alors dans cette voiture, il y a Grok qui est lié au GPS. J'ai vu des trucs passer qui étaient incroyables. J'en ai même diffusé un qu'un abonné m'avait envoyé. J'ai fait des tests, on a fait des tests avec Alex hier. C'est de la merde absolue, vraiment. Ça ne marche pas du tout. C'est survendu de ouf. On verra ça tout à l'heure. Non, c'est bien si tu veux discuter pour pas te sentir seul dans la voiture, quoi. J'ai discuté avec ma femme et Lia. Bon bref, non, on s'en fout. Qu'est-ce que t'as raconté à Lydia de ta femme, je sais? J'ai dit que ma femme était prof de yoga. Elle a dit, ah bah vous devriez faire du yoga dans la voiture en conduisant. Bah bien sûr. Vigilance sécurité routière. Et puis dernière chose, il y a une application Tesla et l'application Tesla, alors pour le coup, vraiment, pour en avoir testé plusieurs, je trouve que c'est la meilleure. Il lui manque juste un peu de stats comme fait BMW parce que BMW, chaque charge est loguée et tout, enfin chaque trajet est logué, enfin quand t'aimes les stats c'est une tuerie. Mais l'application Tesla marche trop bien, c'est assez ergonomique, c'est bien fait. On voit que c'est des gens qui viennent de la tech, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure. J'ai dit qu'on pouvait ouvrir la voiture avec son téléphone. On peut même l'ouvrir avec son Apple Watch. L'Apple Watch peut être une clé de la voiture. Par contre, ça marche. Alors moi, je trouve beaucoup moins bien qu'avec un téléphone. Néanmoins, si vous voulez aller vous baigner à la mer, vous pouvez prendre que votre montre, vous baignez et vous revenez, vous ouvrez la voiture, vous partez. C'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est aller au Cap d'Agde, quoi. C'est ça que tu voulais dire. Oh, on a passé le passage à niveau, j'en ai même pas parlé. On va dire que c'était bien. Toujours pas pro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs voies et je vais le remettre en fonction de ce que je verrai sur la caméra. Ouh là là, je passe le passage à niveau, c'est assez moyen finalement. Voilà. Oh la conso. Je viens de regarder la conso, c'est absolument n'importe quoi. Bon allez, on se retrouve à la fin de la ville avec Philippe. Hein? La ville. Ah. Mhm. Excuse-moi de pas rire. Hein. Si vous avez ri devant votre écran à cette blague excellente, dites-le en commentaire. A tout de suite. Bon, bah on arrive à la fin du trajet ville. Il y a un truc qui est sympa, c'est que quand on roule et qu'on s'arrête à un feu rouge, par exemple, quand le feu passe au vert ou que la voiture de devant avance, on a un petit bip. Non, c'est peut-être que quand le feu passe au vert. Est-ce que quand la voiture avance, il y a un petit bip? Je m'en rappelle plus. Mais ça, c'est cool. Bon, alors tu vois impressionnante cette conso, JC? Incroyable. C'est un SUV de 1 tonne 9 quand même. Hein. C'est incroyable. La conso, là, elle est... Oh putain, ouais, c'est fou. Bon, comme on le dit à chaque fois, on fait pas d'éco-conduite, hein. On conduit vraiment normalement. Le but, c'est pas de comparer les conducteurs, c'est vraiment de comparer les consos des voitures pour la référence. Hein. Eh bien, je suis arrivé. Je coupe, hein, Alex. Je te raccroche pas à la gueule. Hein. Donc là, pour passer en mode P, il faut que j'appuie ici. Et ça serre le frein à main. Très bien. Et j'ai une conso... C'est fou. Enfin, pour cette voiture, c'est fou. Bon, on va faire le fameux concours de vitres. Ah, elle a déjà ouvert sa vitre. N'importe quoi. 3, 2, 1... Hop. Hop. Il y a un petit ralentissement à la fin. Et maintenant, on va regarder à l'arrière. Bon, là, à l'arrière, il n'y a pas de mystère. Ouais, c'est dans la norme. On peut passer un bout de bras au bout là-bas, peut-être. Mais ça reste un mystère encore pour moi, pourquoi ils réussissent pas à faire des portes qui font que la vitre rentre. Enfin, quitte à ce que la vitre elle fasse comme ça, tu sais, regarde. Ça, ou ouais, un mouvement. Bon, bah j'ai une super conso. Ouais, c'est dans la norme, alors du coup, je vais pas te faire des surprises. C'est pour te dire. Je pense que je suis un peu au-dessus de la Ioniq 28. Ah oui, un peu au-dessus, quoi. Ça veut dire quand même que bon. C'est ouf, quoi. Ah ouais. Eh ben on passe à la route. C'est parti.
Le parcours routier, c'est environ 25 km composé en grande partie de grandes lignes droites à 80 km/h et de ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Le petit rituel. Allez, Alex, est-ce que tu vas réfléchir ou pas là? j'ai déjà réfléchi en fait. C'est déjà trop tard. Il a réfléchi donc il va perdre. Vas-y. Shifumi. Et voilà. Il a réfléchi, il a perdu. Ne réfléchis pas, Alex. Bon, eh bien, on est parti. On remet à zéro les consos. La conso a bien augmenté à l'arrêt, Alex. Ça fait plaisir. J'appuie là. Hop. Réinitialiser. Hop là. Et voilà, on est reparti. Alors là, voilà, devant moi, il y a des fourrés. Si j'appuie sur le frein, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle a passé la marche arrière, c'est beau. On a des caméras. Alors les caméras sont d'excellente qualité. Et je crois que t'as un bouton raccourci sur le volant aussi pour. Ouais, il y a un bouton caméra ici. On entend le petit bruit de fantôme. Donc je passe devant parce que j'ai gagné. Ah oui, alors on vous a pas dit. Le Shifumi, c'est pour savoir qu'il passe devant sur la route, sachant que de toute façon, au milieu du trajet, on inverse les positions pour pas qu'il y ait un avantage aérodynamique. Vous le savez. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que les consos, on ne vous les dit pas tout de suite, mais on vous les dira à la fin de la vidéo, évidemment. Alors là, voilà, je recule. Là, il y a marqué pour la marche avant, pédale de frein, tournez le volant. Donc, pédale de frein, hop, je tourne le volant. Et c'est parti. Non, mais ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Allez, zou. On est reparti. Donc, on part sur la route et là, on va parler d'aide à la conduite, d'ADAS, d'autopilote, etc. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, si cette partie ne vous intéresse pas, vous pouvez sauter directement au timecode que je vous affiche ici. C'est à partir de là qu'on parle plus d'aide à la conduite. Et de toute façon, la vidéo est chapitrée, comme d'habitude. On fait des vidéos longues mais chapitrées. Bon allez, pour lancer l'autopilote, on appuie une fois sur le bouton ici. Je suis dans l'autopilote, régulateur de vitesse, ça s'est mis tout de suite à la vitesse à laquelle j'ai le droit de rouler. Maintien dans les voies. Faut que je vous explique, si vous êtes un débutant Tesla, un petit peu l'évolution de l'autopilote chez Tesla, c'est important parce qu'il y a une dégradation au fur et à mesure et il y a encore une autre dégradation qui arrive, mais aussi une grosse amélioration. Je vous explique ça tout de suite. Les premières Tesla, pour lancer l'autopilote, on avait un Komodo ici. Une fois, on passait au régulateur adaptatif. 2 fois, on passait en autopilote. C'était génial. Et quand on était en autopilote, si on mettait un coup de volant, ça coupait le maintien dans les voies, mais ça gardait le régulateur. Ensuite, il y a eu une option possible, c'était d'activer l'autopilote avec un seul coup. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de régulateur de vitesse. C'est-à-dire que si on met un coup de volant, on perd tout, régulateur et autopilote. Ensuite, il y a les Tesla Model 3 Highland qui sont arrivés avec la perte du Komodo ici. Donc, comme ici, on appuyait sur un bouton pour lancer l'autopilote. Mais on avait encore le choix entre une pression du bouton ou 2 pressions du bouton. Donc, on avait encore le choix de rouler seulement au régulateur ou seulement en autopilote. Ensuite, sont arrivés les Juniper, cette version de la Model Y. Et là, on a perdu le choix entre une pression et 2 pressions. Maintenant, c'est dans l'écran. On peut choisir si on veut rouler au régulateur ou en autopilote. Mais une fois qu'on l'a fait et qu'on roule, on ne peut plus changer. Et donc, on a complètement perdu la possibilité de passer en roulant, soit en régulateur de vitesse, c'est-à-dire sans la gestion du volant, soit en autopilote avec les deux, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur l'autoroute, si vous vous mettez en autopilote, vous êtes maintenu dans les voies, régulateur adaptatif et tout. Et si vous mettez votre clignotant pour changer de voie, ça coupe tout. Ça coupe même le régulateur. C'est-à-dire que quand vous êtes en autopilote sur l'autoroute, à chaque fois que vous allez doubler, il va falloir remettre le pied sur l'accélérateur pour garder la vitesse. C'est une folie. Je ne comprends pas. C'est une dégradation au fur et à mesure de l'offre d'autopilote proposée par Tesla. Bah déjà qu'à l'époque, moi je trouvais ça dingue que quand on changeait de voie, ça réactivait pas l'autopilote quand on arrivait dans la voie. Mais qu'en plus maintenant que ça coupe le régulateur, bah, je trouve ça c'est lunaire. Donc ça veut dire que avec ces Tesla là, sur les longs trajets, on roule au régulateur parce que l'autopilote est insupportable. Donc on roule au régulateur, c'est quand même fou. On est à un niveau Twingo quoi. C'est quand même complètement dingue. Mais du coup, il y a peut-être moyen de contourner un peu ça avec le AP, non? Tout à fait. Il y a le AP. Cette voiture est équipée de l'EAP. Donc il y a les changements de voie automatiques. Donc quand on met le clignotant, la voiture change de voie toute seule et donc ne coupe pas l'autopilote. Mais il y a toujours des moments où on veut faire une insertion rapide parce que il y a du trafic et donc on veut changer de voie rapidement. On va le faire à la main, ça va couper le régulateur, donc il va falloir réaccélérer au pied. C'est très très surprenant comme façon de faire. En fait, là, le concept, c'est vraiment que c'est la voiture qui conduit et on lui demande de changer de voie. C'est pas nous qui changeons de voie et elle l'accepte. C'est pas pareil. Et le AP, ça coûte quand même la bagatelle de 3 800 € pour le changement de voie auto, le parking auto
et le fait de pouvoir déplacer sa voiture avec son smartphone quand elle est garée dans une place serrée et qu'on peut pas aller dans la voiture sans cogner les portières. C'est un petit peu cher, sachant que chez Xpeng, c'est compris dans le prix. Là, je fais une pause. Ça, c'était au moment d'enregistrer la vidéo, mais ça serait trop simple. Tesla a changé les règles du jeu entre-temps. Aujourd'hui, l'option EAP, c'est terminado. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous pouvez prendre uniquement le FSD, la conduite automatique supervisée, en abonnement mensuel à 99 € par mois. Et vu que pour le moment, le FSD n'est pas homologué en France, et ben ça vous donne accès à l'EAP. Donc si vous voulez l'EAP pour faire des longs trajets sous autopilote sans que ça soit un enfer, rajoutez 99 € par mois sur le prix de votre voiture. Et pour l'instant, je vous avoue que j'ai aucune idée de ce qui va se passer quand le FSD sera homologué. Est-ce qu'on pourra passer de FSD à EAP ou de FSD à autopilote? Je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'ai demandé à un spécialiste, à savoir Charles de Tesla Geek. Moi non plus, je ne sais pas exactement comment ça marche parce que j'ai toujours lancé un trajet depuis un arrêt en stationnement. Donc quand on roule, eh ben, je ne sais pas comment ça marche. Il faudra voir ensemble quand on aura la fonctionnalité qui sera disponible chez nous. Bon, on n'est pas plus avancé du coup. Mais il y a un truc intéressant, c'est que cette voiture est équipée du hardware 4, c'est-à-dire la dernière version hardware de la voiture, et donc elle est compatible FSD, et donc quand le FSD va arriver en France, et c'est pour très bientôt parce que ça y est, en Europe, ça a commencé à s'implanter, il y a le FSD aux Pays-Bas. Donc dans quelques mois, vous pourrez conduire en FSD avec cette voiture, c'est-à-dire full self driving. Vous lui dites je veux aller à l'aéroport de Bordeaux et la voiture vous emmène à l'aéroport de Bordeaux sans que vous fassiez rien. Et il y a un truc de fou, Alex, t'es prêt? Parce que je suis pas sûr que tu sois au courant. Aux Pays-Bas, à partir du moment où la voiture est compatible FSD, tu n'as même plus d'autopilote sur la voiture. C'est-à-dire que tu achètes la voiture, c'est uniquement régulateur adaptatif. Et ensuite, il n'y a plus d'autopilote, plus de AP. Et c'est 99 € par mois le FSD. Mais en même temps, c'est marrant, ça colle complètement à la philosophie que je regrette de Tesla depuis le début, qui est, c'est la voiture qui conduit. Toi, t'es passager de la voiture et tu l'assistes. Contrairement à tous les autres constructeurs qui font, tu conduis et la voiture fait en sorte de t'assister. Bah là, il montre clairement que si t'as le FSD, c'est la voiture qui conduit. Donc t'as même plus besoin d'avoir d'autopilote parce que pour eux, c'est t'as le mode la voiture conduit. Et j'ai une petite pensée pour tous les gens qui ont acheté le FSD sur une voiture en hardware 3 comme la mienne, 7500 € et qui n'auront pas le FSD avant encore plusieurs mois parce qu'ils n'ont pas le hardware qui va avec. On parle d'un FSD dégradé pour ces voitures-là, mais bon, bref. Sinon, on va quand même dire ce qu'on en pense. Régulateur adaptatif, plutôt cool, ça marche plutôt bien. Il accélère pas trop quand on double, c'est pas un foudre de guerre. Il est plutôt cool. Par contre, des fois, la voiture devant vous, elle réaccélère et la Tesla, elle met un temps fou avant de le suivre. C'est pas très réactif, mais bon, ça marche pas mal. On peut synchroniser la vitesse du régulateur avec la vitesse des panneaux, mais il faut le faire encore une fois en cliquant sur l'écran à un endroit bien précis. Donc il faut lâcher la route des yeux pour le faire. Alors qu'avant, quand c'était un Komodo, il suffisait de baisser le Komodo une seconde et hop, ça ajustait la vitesse du régulateur, la vitesse de panneau. On n'avait pas besoin de regarder l'écran. Donc moi, je trouve que c'est une régression, mais chacun le jugera soi-même. Et le lane assist, un lane assist qui te lâche jamais. Jamais il décroche. Enfin, c'est un truc de fou. Et un dernier truc, le lane assist, il n'y a pas de volant capacitif. C'est la caméra qui est ici qui regarde vos mains pour vérifier si elle est bien sur le volant. Donc, si on a une main sur le volant, c'est comme un volant capacitif. On n'a jamais de rappel. C'est pas comme sur les anciennes Tesla où il faut bouger le volant. Sauf de nuit où ça ne marche pas. Et donc, de nuit, il faut bouger le volant de temps en temps pour prouver que vous êtes bien au volant en train de conduire. C'est un poil relou. Et c'est là qu'on se dit un volant capacitif, c'est cool. Parce que ça marche le jour et la nuit. Voilà, c'est terminé pour les aides à la conduite. J'espère que vous avez tout compris. Bon, sinon, la voiture n'est pas équipée de feu matriciel comme sur les autres Tesla. Et je peux vous dire que j'ai pas testé du tout. Hier, je voulais sortir de nuit avec la voiture pour tester des choses. Et je me suis endormi dans le canapé comme une merde. Mais vous trouverez des avis dans les groupes et les réseaux. Pareil pour le son. J'ai pas eu le temps de tester. Voilà. Alex me passe devant. On intervertit les positions. Et on repart dans l'autre sens, c'est parti. Allez, on se retrouve à la fin de la route. Bon, on arrive à la fin du trajet route. Deux choses que j'ai pas dit à propos des aides à la conduite. La voiture ralentit d'elle-même quand elle arrive sur un rond-point ou quand au GPS vous arrivez, il y a une sortie d'autoroute, elle va ralentir toute seule pour bien vous faire comprendre que c'est là qu'il faut sortir. Ça, je trouve ça pas mal. Au niveau sécurité, c'est pas mal. L'autre jour, on a vu un mec prendre un rond-point tout droit, se prendre un arbre, le moteur s'est décroché de la voiture. Je trouve ça sympa. Quand la voiture ralentit, on sait jamais. On l'a pas vu se faire, on l'a vu après coup. Ah, je voulais dire un autre truc, j'ai oublié. Bon, bah, c'est pas grave. On arrive à la fin du trajet route. Et là, tu vois, en courbe, là, putain, elle est posée, quoi. T'as vraiment un sentiment de sécurité qui est dingue. Bon, on teste le diamètre de braquage. Bon, là, il n'y a pas trop de doute. Je vous affiche le diamètre de braquage de cette voiture, mais en gros, si ça braque bien, si je tourne à fond en me mettant derrière la Ioniq, je vais percuter l'avant. Si ça braque mal, je peux tourner autour. Bah, ouais. Oh, putain.
C'est une calamité cette bagnole. Diamètre de braquage horrible, hein. Tesla, c'est connu pour ça. Putain, la conso est vraiment folle. C'est vraiment dingue cette bagnole. C'est excellent. Ouais, mais je suis un peu en dessous de ce qui devrait. Je pense qu'on a manqué un chouïa de vitesse. Donc, de toute façon, heureusement, avec notre protocole, vu que tout est adapté par rapport à la moyenne de la Unique 28, ça va tout réajuster. C'est excellent. Donc t'enflammes pas non plus, ça serait un peu plus. Mais c'est excellent. Du coup, tu penses que c'est mieux que ta modèle 3? Ouais, de loin. Ah ouais? Ah ouais. Donc ils ont encore amélioré ça, quoi. Ouais. Donc ils étaient déjà là et ils ont réussi à améliorer encore, quoi. Je suis choc-barre, comme disent les jeunes. Choc barre. Bon allez, il est pas jeune. On passe à l'autoroute. Et du coup, on change de conducteur. Oui, on change de conducteur, il a raison. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, l'altitude du point d'arrivée est la même que l'altitude du point de départ, et la vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Avant de partir sur l'autoroute, Alex, est-ce qu'on peut parler du planificateur de cette voiture? Il y a plusieurs choses intéressantes. C'est à l'image de Tesla, c'est-à-dire qu'à la fois c'est excellentissime et à la fois c'est de la merde en barre. Pourquoi? D'abord parce que ça planifie uniquement sur le réseau Tesla, ce qui va plaire à 80% des utilisateurs Oui, ce qui Tesla. fait que Madame Michu, elle va pas monter dans la voiture, no brain, elle là- arrivera. C'est la seule voiture qu'on peut laisser à ma belle-mère où je suis certain qu'elle arrivera. Il n'y a rien à faire. Ça, tu vas où on te dit C'est d'aller? pas sympa avec ta belle-mère comme ça. Mais Tu non, aurais pu mais- prendre une autre personne comme exemple. Hein. Oui, mais ma belle-mère est le meilleur exemple. Ah d'accord. Tu arrives à la station, tu te branches, ça charge. Non, c'est incroyable. Mais il y a 20% des gens, dont on fait partie, qui ont envie de se charger où ils veulent. Et surtout sur autoroute, on n'a pas toujours envie de sortir. Alors, il y a des bornes Tesla sur autoroute, mais c'est plus rare. Et par exemple, je vais vous montrer un truc. Voilà, je vais afficher le GPS et je vais dire, je veux chercher un superchargeur. J'affiche Biganos. C'est fluide hein, quand même. hein. Le Ouais. prix de Biganos actuellement, c'est 42 centimes. Tout le monde dit Tesla, c'est le moins cher, c'est le moins cher. 42 centimes aujourd'hui, on trouve mieux. Bah, juste au McDo déjà. hein. Juste au McDo, c'est moins cher. Et puis si tu as un abonnement, par exemple, Atlante en ce moment, on doit tourner avec le chargeback à environ 20 centimes le kilowattheure. Si tu as envie d'autre chose, il va falloir que tu fasses tout à la main. C'est un petit peu dommage pour les plus aguerris. On va déjà peut-être montrer comment il planifie tout seul. Parce que là, tu montres tous les trucs après, mais il faut peut-être commencer par la base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Grok, qui est vraiment extrêmement intelligent. On appuie longtemps. Aller à Paris. Donc là, on est à 90% de batterie. Navigation vers Paris lancée. Attends, je coupe. Voilà, là, il nous a fait un trajet avec 2 arrêts recharge. Mais t'as dit que tu utilises Grok. Mais t'aurais pu le faire sans Grok, elle faisait pareil, aller à Paris. Exactement. Donc là, 2 arrêts recharge, il nous fait passer par la N10. Et donc, c'est 2 arrêts recharge Tesla. Attends, fais-le quand même. Parce que là, on dit Grok, mais les gens, ça se trouve, ils savent pas qu'il y a aussi un vocal de base. Voilà, c'est comme chez Renault. Tu as un assistant vocal de base. Chez Renault, c'est Google. Là, c'est l'assistant vocal Tesla. Et ensuite, si tu appuies longtemps, tu passes sur l'assistant IA, Grok, comme chez Renault, c'est ChatGPT. Et mais bah, ça fait pas grand-chose. Vas-y, appuie sur juste une fois pour faire juste le normal. Allez à Paris. Bah, il va le refaire. Voilà. Ah oui, alors là, il faut cliquer. Ah, par contre, faut valider. Ah, c'est pas exactement la même expérience. Donc, meilleure expérience avec Grok quand même. Mais par exemple, si je fais ouvrir les fenêtres, il peut pas le faire. Si je demande à Grok, ouvre les fenêtres. Désolé, je ne peux pas ouvrir les fenêtres. Je n'ai pas accès à cette fonction. Tu peux le faire depuis l'écran de la voiture. Première chose, elle dit tu peux le faire depuis l'écran de la voiture. Il y a des boutons là, pourquoi? Et deuxièmement, aujourd'hui, même Renault, tu demandes à Renault d'ouvrir les fenêtres et il géolocalise et il ouvre. Enfin, bref, il y a des gens qui disent que ici dans le menu là, il y a un bouton ajouter uniquement les superchargeurs avec tarification Tesla. Et donc qui pensent que on peut planifier sur tous les réseaux. Non. Je pense que cette option là, c'est si on veut aller sur les superchargeurs qui sont gérés par Tesla, parce que Tesla, ces superchargeurs, il les vend à d'autres. Ah, ça, je savais pas ça. Ouais, il y a d'autres compagnies qui exploitent, tu as des superchargeurs bleus là. Je crois que c'est en Angleterre ou. Ah, Je pense que cette option-là fait que tu navigues que chez Tesla. il y a une Tesla. petite- Maintenant, regarde. Est-ce que tu peux me faire aller à Paris en passant uniquement par l'autoroute A10? C'est-à-dire que là, je demande est-ce qu'elle passe pas par la nationale? Oui, navigation vers Paris lancée. Ça passe par l'A10 comme prévu après Goujin-Mestras. Et si on va là, On est sur la N10. là, c'est la N10 là. Alors que la 10, il passe là. Aller à Paris sans passer par l'autoroute. Désolé, la navigation Tesla ne permet pas d'éviter complètement les autoroutes pour ce trajet de 539 km jusqu'à Paris. Donc là, c'est même pas qu'elle a dit je peux pas éviter tout le temps l'autoroute. C'est que là, bon, on passe par la nationale parce qu'elle veut vraiment me faire passer par la nationale. Et après, c'est A10, 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 A10. Voilà. Voilà. Et et dans le planificateur, on peut choisir éviter les autoroutes. Oui, Et là, du coup, elle y arrive, je suppose, Ouais, si tu fais c'est- ça. c'est là, paramètres. Et là, on peut dire éviter les péages.
Non, éviter les autoroutes. Voilà. Voilà. Là, si on relance, là, je suis sûr qu'on va y arriver. Navigation lancée vers Paris. Donc, comme quoi, le GPS sait le faire, mais c'est Grok qui sait pas lui dire non, mais fais-moi la planification sans passer pour autoroute, alors que c'est exactement ce qu'on a dit. Non, mais c'est dingo. Hein. Franchement, Alors que là, c'est une option native. les gens qui disent que Grok est bien, mais je ne comprends pas, vraiment. Allez à Paris, on recommence. Navigation vers Paris lancée. Donc là, il nous a fait notre trajet vers Paris. Maintenant, remplace le superchargeur de Ruffec par une station Atlante dans environ 200 km. Qu'elle en a trouvé une. J'ai remplacé le superchargeur de Ruffec par la station Atlante à Ruffec. Ah, d'accord. Bah là, il a complètement pété le chemin, en fait. Voilà, là, il nous dit juste va à Atlante, quoi. Voilà. On avait fait un test avant, ça rajoutait la borne, mais ça a laissé les superchargeurs. Ouais, il disait j'ai quand même besoin de m'arrêter à Ruffec pour recharger. Voilà. Allez à Paris. Je relance la navigation vers Paris. Prêt à partir? Oui. Super. Navigation vers Paris active. Je te tiens au courant des étapes. Là, il n'y a pas de navigation. Alors, Non, mais il n'y a pas de navigation active, là. Désolé. Le trajet semble annulé. Je relance la navigation vers Paris maintenant. Ça devrait être bon. bah non. Oh. Putain, mais qu'est-ce que Ah, c'est? Waouh. Voilà, donc ça y est, là on a notre trajet. C'est quand même space. Hein. Ici, si je cherche un chargeur, on va dire que on veut chercher Atlante, Meillac. C'est sur la route. Je dis, j'ai envie de m'y arrêter. Donc je fais entrer. Borne de recharge Atlante à Meillac. Si je dis que je fais ça, je l'ajoute dans mon trajet. Voilà. Et là, tu ajoutes du coup le point d'intérêt ou le rechargeur. Non, borne de recharge Atlante, il va préconditionner pour y aller, D'accord, etc., ok. etc. Il me laisse quand même mon arrêt à Ruffec derrière. Et du coup, la charge, elle va durer combien de temps à estimer la borne quand tu cliques dessus, tu as l'information? Non, il n'y a rien. C'est-à-dire que si on ajoute une borne manuellement, ça ne la prend pas en compte quoi qu'il arrive dans la planification. C'est vraiment Mais il va genre- quand même préconditionner pour y aller. Bah oui. Donc en fait, toi, si tu as envie d'avoir une expérience personnalisée, encore une fois, comme on dit, avoir le choix, bah non, faut suivre Tesla en gros, quoi. Sinon c'est relou. Bon, maintenant, il y a un truc qui est quand même hyper intéressant. C'est que tu as le pourcentage à destination tout le temps. Et il est précis en plus. C'est-à-dire que jamais tu souffres d'une angoisse de savoir si tu vas y arriver ou pas. Si on fait aller à Angoulême, Voilà. il a écrit des trucs au départ. Hein, aller à Angoulême, aucun risque à trouver. Aller à Angoulême. Donc voilà, là, en permanence, ça affiche que on va arriver à 13h15, 1h50, on va faire 173 km et on va arriver là-bas avec 52% de batterie. Ça, c'est génial. Ça, c'est top. Et c'est affiché en permanence. Si je lance le trajet, on roule, il y a toujours ça et on sait qu'on va être bien tranquille. Sur Android, on peut voir dès qu'on lance la planification combien on arrive, mais aussi combien on aurait si on revenait. C'est marqué ici. On descend et il y a marqué qu'on va arriver à 52 et on va revenir à moins 21. Hein? Attends, là on consommerait 38 pour y aller, 38% pour y aller, mais on consommerait 76 pour revenir. C'est bizarre. Alors, normalement, ça marche bien. Sur ma voiture, ça marche bien. Là, il y a... bon, bref. Mais si tu es un débutant, Voilà. c'est absolument génial. Ah oui, ça c'est sûr. Si tu as envie de faire le trajet que tu veux, c'est vraiment pénible. Moi, personnellement, Tesla pour les longs trajets, j'aime pas pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parle de ça. C'est pourquoi je trouve ça pas ouf, où je compare une Tesla avec un ID Buzz, enfin une Volkswagen, bref, une voiture normale, on va dire. Et je dis pourquoi voyager en Tesla, finalement, c'est chiant, que ce soit pour l'autopilote ou pour les aides ou pour la recherche de bornes, parce que c'est pareil, quand on recherche une borne, autour là, voilà. Donc là, par exemple, si je cherche les stations de recharge tierces, donc les stations de recharge... Pas autour de toi plutôt. Voilà. Sur le bassin d'Arcachon, il y a une station Electra, il y a une station Atlante, il y a une station PowerDot, il y a une station Total, il y a des réseaux qui sont ultra fiables. Je veux dire, elle n'est pas indiquée. C'est-à-dire que là, si vous demandez à votre voiture où est-ce que je peux me charger le plus proche, il y a une station ici qui est à 4 km, mais il nous balaye. Il nous envoie ici à Biganos, parce que c'est une station Tesla. Et c'est son intérêt que tu as chez Tesla. Qui est à 10 bornes. Il y a des gens qui disent oui, mais c'est parce que Tesla référence que les stations fiables. C'est faux, c'est du mytho, arrêtez de croire ça. La station Electra, elle marche hyper bien. Je me suis chargé 100 fois dessus. Ça a toujours marché, c'est abusé. Bon, allez, je vais dans ma Ioniq et puis Alex, je te laisse. Très bien. Ça fait bizarre quand même hein, d'avoir la colonne direction à réglage manuel. Hein. J'étais tellement impressionné la première fois que j'étais monté dans une Tesla d'avoir le truc qui faisait... Bref. Bon, qui part en premier? Shifumi. Ça n'a aucun intérêt, mais voilà. Attends, j'allais chercher le Komodo pour faire drive. Hein.
Bon bah on est parti, allez. Bon, j'ai eu des très bonnes consos sur la route, j'ai eu des très bonnes consos sur la ville. Maintenant, l'autoroute, sachant que c'est un SUV quand même, la résistance au vent, tout ça, ça devrait être un peu moins bon. Donc déjà, on va parler un peu de puissance. Là, on est sur une voie d'accélération, Alex. Ouais, ça part, c'est marrant, on a l'impression que ça lance même un peu après. Par contre, c'est très réactif. Hein. Bon, ouais, ça fait en gros 300 chevaux, ça a une patate de malade, c'est très cool à conduire. Hein. Au niveau réponse à la pédale et tout, c'est top quoi. Alors, pour le coup, moi je trouve ça presque trop réactif par moment. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Parce que j'ai un peu l'impression d'être en mode sport de ma voiture, tu vois. En fait, je suis habitué quand même à avoir un peu d'adoucissement, tu vois. Ouais. Bon, allez, donc du coup, là je suis sur autoroute. Pour activer l'autopilote, j'appuie une fois. Autopilote est activé. Il s'est calé du coup à la vitesse réglementaire en sachant que dans le menu, il me semble que tu l'as pas dit, on peut aussi choisir de se caler la vitesse à laquelle on roule à ce moment-là. On peut choisir l'un ou l'autre. Et ça pour le coup c'est bien, pour une fois il donne le choix à Tesla. Bon alors, pour les longs trajets. Il y a 3 critères clés. Il y a la capacité de la batterie. Forcément plus la batterie est grande, plus on pourra faire une longue distance sans avoir à recharger. Ça c'est la logique. Ensuite plus on a une bonne conso, moins on va piocher dans cette batterie et donc plus on pourra faire une grande distance. Et le troisième critère, plus on charge vite, moins on va passer de temps à la borne pour récupérer de l'énergie et donc faire le trajet le plus rapidement possible. Donc au niveau de la capacité de la batterie, on est à 60 kWh. Alors attends, 60 kWh, vu que Tesla annonce rien, c'est l'estimation, on sait pas trop. En sachant que du coup, 60 kWh aujourd'hui pour des pseudo-routières, c'est considéré comme une petite batterie. Mais si on a une efficience et une bonne consommation, on peut rivaliser avec des batteries plus grosses. Donc d'ailleurs la consommation, on verra ça à la fin de cet essai. Et au niveau de la recharge, donc le troisième critère, là on est dans la moyenne, mais voilà c'est pas extraordinaire quand on voit que maintenant des Xpeng font 12 minutes en 800 volts, donc là on n'est pas en 800 volts, mais c'est là où on dit tout le temps que Tesla il est très bon sur plein de critères, sur la recharge aujourd'hui c'est vraiment pas le meilleur, c'est tout juste dans la moyenne. Mais encore une fois ils sont bloqués par leur réseau, vu que leur réseau il est en 400 volts, déployer du 800 volts sur les bagnoles ça n'a pas vraiment de sens, ça pousserait les gens à aller charger en 800 volts ailleurs que chez eux. Donc d'abord, il faut qu'ils fassent évoluer toutes leurs bornes en 800 volts pour ensuite passer les bagnoles en 800 volts en fait. La voiture n'est pas compatible plug and charge. Par contre, elle est compatible auto-charge, ça c'est cool. Et pour avoir toute la puissance de recharge quand on arrive à une borne, faut que la batterie soit à la bonne température. Donc quand il fait beau, qu'il fait chaud, l'été, etc., souvent il n'y a pas de problème. Par contre, en hiver, on peut avoir des performances moins bonnes si la température n'est pas adéquate. Et pour ça, donc, il y a le préconditionnement de batterie. Chez Tesla, il est automatique. À partir du moment où vous mettez une borne comme destination, où vous utilisez le GPS qui vous a mis des bornes comme point d'arrêt, il va d'office lancer le préconditionnement de la batterie peu de temps avant pour arriver à la température optimale une fois que vous arrivez sur la borne. Et il n'y a pas possibilité du coup de lancer un préconditionnement manuel si par exemple une borne qu'on voulait viser n'était pas dans le GPS pour X raison et qu'on veut y aller et lancer le préconditionnement, là on peut pas. Donc là, toi par contre, sur la version qu'on a, tu as l'EAP. Donc tu as le changement de voie automatique, il est bien. Là justement, je l'ai fait à plusieurs reprises depuis tout à l'heure. Ça marche plutôt bien, il est pas hyper rapide. C'est on va encore comparer avec Xpeng, mais c'est vraiment des marques qu'on peut vraiment comparer aujourd'hui. Et voilà, Xpeng c'est vraiment le meilleur qu'on a pu essayer, hyper réactif. Là, on le met, ça le fait bien. Par contre, c'est plus lent que chez Xpeng. On va peut-être faire un petit accélère quand on double. Allez, donc nous ce qu'on aime bien, c'est que le régulateur adaptatif, quand on est calé derrière une voiture ou un camion qui roule pas vite, quand on met le clignotant, la voiture accélère pour doubler et gêne pas les usagers derrière. Il y a des voitures qui sont très bonnes pour ça, par exemple la Ioniq 28, et il y a des voitures qui sont un peu moins bonnes pour ça, où on est obligé d'accélérer au pied parce que ça accélère pas assez vite. Et on va essayer avec la Tesla Model Y. Parfait, on a un petit camion devant nous, on va pouvoir tester le accélère quand on double. Donc là, elle est en train de ralentir, je suis derrière le camion, je suis à 93 km/h, 90 km/h, je mets le clignotant. Elle prend son temps quand même, là je suis en mode Mad Max. Là elle change, elle accélère toujours pas, toujours 90. Là elle commence à accélérer, mais c'est hyper mou. Il y a des petits coups d'accel. 105, 110. Allez, ça accélère, là ça accélère. Tranquillement, tranquillement, je tourne pas à 130. Et là 130. Là perso, moi comme ça, j'aurais accéléré. On est d'accord. Et donc là, changement de voie auto super avec le AP, on met le clignotant, on touche à rien, ça change de voie tout seul. Il n'y a rien à activer, c'est génial. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que là, c'est est-ce que je laisse la voiture qu'on le faire. Mais imaginons là, j'ai envie de changer de voie tout de suite là. Je mets le clignotant et je change de voie. Là, régulateur, c'est coupé. Là, si je touche pas l'accélérateur, la voiture ralentit. Et là, le seul moyen, c'est de réactiver le régulateur en appuyant sur le bouton qui va réactiver régulateur et autopilote. Mais c'est pas naturel du tout. On a besoin de retoucher l'accélérateur alors qu'on a juste changé de voie. Et ça, c'est parce que tu as une option à 3800 balles. Si tu l'avais pas, à chaque fois que tu changes de voie, ça fait ça. C'est le seul constructeur à le faire, faut le rappeler. Dites pas oui, mais non. Il n'y a que Tesla qui fait ça. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver à la fin de l'autoroute. À tout de suite.
Bon bah on arrive vers la fin de l'autoroute, mais il y a 2-3 petits trucs que j'ai oublié de vous parler. Bah, c'est déjà que le régulateur, donc quand on appuie sur le bouton, bah, il s'active et donc à la vitesse ou à la vitesse des panneaux selon le réglage qu'on a choisi. On peut également monter et descendre avec la molette, ça va de 1 en 1 si on fait un petit coup, et de 5 en 5 si on fait des coups de molette. Et également on peut déplacer vers la gauche ou la droite pour choisir la distance avec la voiture qui nous précède. Et on a 6 niveaux pour bah voilà, choisir si on veut être plus ou moins près ou loin de la voiture qui est devant nous. Et donc là, l'autopilote Tesla, bah, ça verrouille bien la direction. Par contre, faut avouer que par rapport moi à Xpeng où j'étais tout le temps à essayer de surconduire, bah là je suis sur la route, là j'étais plutôt satisfait de comment la voiture conduisait et donc bah j'ai rarement eu à me battre avec la voiture, donc malgré qu'elle soit verrouillée, bah, j'ai trouvé ça plutôt satisfaisant pour ce parcours. Bon, il faut savoir qu'avec l'autopilote vous pouvez pas dépasser 140 au régulateur, et si vous dépassez le 145 alors que vous êtes sous autopilote, la voiture vous punit, vous coupe l'autopilote et là vous pouvez pas le réactiver. Le seul moyen, faut s'arrêter, la mettre en mode P pour repartir, et si vous le faites trop de fois, bah, elle peut vous punir pendant une plus longue période. Moi ça je trouve ça hallucinant. Bon, on arrive, alors mon son est pourri parce que Alex a oublié de recharger son micro. Bon, c'est de la faute d'Alex. Ouais, la piste son elle est dans le micro au pire hein. Ah oui, c'est vrai, ça en fait. Ah oui. Bah, faudra que tu me l'envoies. Donc en fait, j'ai rien dit, on pourra récupérer le son. Moi j'ai pas du tout regardé la console de toute la route, donc je sais même pas où elle se passe là. Tu nous fais une petite démo de l'autoparc? Donc là je vais faire comme si je me garais moi normalement, hop, je ferai un petit mouvement comme ça. Là je me dirais tiens je vais me garer là, paf. Les places elles ont été détectées directement, ça c'est faut avouer que c'est hyper pratique, il n'y a pas besoin de lancer un scan de place ni rien, voilà il a trouvé plein de places, je pourrais me garer là si je veux. Donc je vais me mettre là. Il semble pas que je puisse choisir si je vais me mettre en marche avant ou en marche arrière, mais moi en toute logique là elle devrait partir en marche arrière. Je vais faire démarrer. Donc là desserrer le frein, donc là elle commence à tourner, alors j'ai pas de desserrer le frein par contre, hop, je lâche le frein, et là je la laisse faire. Je pars en mode confiance, j'ai vraiment les pieds très loin des pédales. T'aurais pu le faire en une fois, c'est dommage cette marche avant. Là je ne touche vraiment à rien. Ah, elle a eu peur de moi là. Là je crois. Non, tu as refait une marche avant. Je l'ai peut-être pas mis dans les meilleures circonstances de départ, mais moi dans cette position-là, je serais rentré en une fois, je pense. J'aime bien les petits coups de volant, elle fait des petits. Donc voilà, on est garé. Prends la photo. C'est pas possible, c'est pas ça là. C'est pas ça quand même. C'est trajet. Ouais, 87 km. Bah, c'est ça, hein. 50 minutes. Je t'ai battu là. Ah ouais, là. Ouais, je fais même pas ça. Moi, je fais même pas ça sur route avec ma voiture, je crois. Ah ouais? Bah, on verra avec la recharge, hein, mais. Non, mais je veux pas qu'elle batte la Ioniq 28 sur l'autoroute, hein. La Ioniq 28, elle a été battue une seule fois sur l'autoroute, c'était une Tesla Model 3 Highland Propulsion. Elle avait fait genre moins 2 ou moins 3%. Moi, j'ai pas une super conso, il y avait du vent. Ah ouais, non, bah là, du coup, je t'ai éclaté. Hein. Je me souviens pas quand est-ce que j'ai fait ça avec la Ioniq. Non. Putain. Incroyable. Bah, on verra, on verra. Je suis un peu dégoûté, je vous cache pas. On passe maintenant au test de régène. On va mettre un chiffre sur la régène de cette voiture, mais je suis un peu dégoûté, je vous le cache pas. Ah oui, mais non, ça c'est la consommation. C'est là. T'as affiché quoi, toi? Bah c'est ça, je regardais, je fais putain, c'est un truc de taré. Bon alors, Alex, il a lu le mauvais chiffre. Bon, bah du coup, maintenant, on fait le test de régène. Test de régène, qu'est-ce que c'est? Mettre un chiffre sur la force du freinage régénératif, c'est simple. Alex, au volant de sa modèle Y, va prendre cette route à 80 km/h. Quand il va passer devant moi, il va lâcher l'accélérateur et on va voir combien de mètres la voiture met pour passer de 80 à 0 km/h. Il y a le one pedal, donc il n'a rien à faire. Il lâche l'accélérateur et il s'arrête. Et moi, je mesure avec un télémètre laser. C'est le nouveau protocole, hein, on passe plus par le régulateur de vitesse. Pour info, pour l'instant la meilleure, celle qui a le plus gros freinage régénératif, c'est la CLA 91 mètres. Et la moins bonne pour l'instant, c'est la Xpeng P7 Plus en 128 mètres. Moi, je mise sur 110 mètres, 115 mètres. Allez, c'est parti. Donc là, vu qu'il n'y a pas de limiteur de vitesse, c'est moi qui vais devoir me mettre à 80 au pied. Hop. Les feux stop se sont allumés immédiatement. J'attends qu'elle aille jusqu'à l'arrêt complet. Oh là, ça va loin ça. Ça me paraît assez loin quand même. Hop, arrêtez. 139, je me suis complètement planté. C'est-à-dire que pour l'instant, ça serait le pire qu'on ait eu, 139 mètres. Mais on l'a dit, hein, le freinage régénératif de cette voiture, il n'est pas très très fort. Il est agréable, il est très bien. Ça pourrait être un peu plus. Alors? Ça me paraît long. C'est long, hein? Ah ouais. Bon, on refait un deuxième coup. Attends, deuxième essai, 123 mètres. C'est quoi cette histoire là? C'est quoi le délire? Ça va pas du tout, 139, 123, ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a rien qui va. Le deuxième était beaucoup plus court. Ah bon? Ah ouais, on refait un troisième. Est-ce que je vais passer ma journée à regarder Alex passer? 123, deuxième fois 123. Bon, bah, on va partir sur 123. On va se dire que le premier, c'était un, je sais pas,
On va partir sur 123. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle était plus performante quand je l'avais récupérée avec 80% de batterie. Là, elle a 61% de batterie. Est-ce que ce serait lié à ça? Juste pour le test, je vais faire un 0 à 100 en étant à 61% de batterie. Allez, 3, 2, 1, go! Je suis pas sûr que là j'ai 7 secondes. Hein. Donc la prise à l'arrière gauche. Par contre, c'est surprenant, c'est qu'elle parque à 6, mais il n'y a pas de vision 360. Et au final, je suis moins à l'aise. Comme ça, après, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la vision 360, on peut dire par la détection des lignes. Voilà, moi je suis garé. Donc là, j'ai rien à arrêter, hein, vu qu'il n'y a pas de bouton. C'est génial. Moi, j'aime bien les boutons. C'est génial. Mais non. Et quand on ferme la porte, ça se verrouille à l'éloignement. Ah. Moi, c'est un truc que j'adore. C'est-à-dire que ça se verrouille à l'éloignement, mais ça se déverrouille seulement en manipulant la poignée. C'est-à-dire que si tu passes à côté de ta voiture, ça s'ouvre pas pour rien et ça se referme derrière. C'est vraiment, t'approches, tu ouvres, ok, tu fermes, tu t'en vas, ça se ferme. C'est génial. Bon, est-ce qu'on peut parler du design de cette voiture? Donc la version standard, hein, ce qui choque, c'est ça. Ouais. Les enjoliveurs sont vraiment immondes. Putain, faut vraiment pas aimer les bagnoles. Avant, les aéro-wheels étaient beaux et en dessous, t'enlevais, la jante était belle. Maintenant, les aéro-wheels sont dégueulasses et quand tu l'enlèves, je vous montre, la jante en dessous est immonde, donc de toute façon, tu le laisses. Mais évidemment, sur les shops en seconde monte, tu as des plus beaux aéro-wheels. Dans l'intro, je parlais de l'avant. À l'arrière, il y a des choses drôles. Bon, il y a de la place. Vas-y, installe-toi. Donc, tu as de la place aux genoux, ça, etc., on est bien. à la tête. Ah oui, là, on est même très bien. Voilà. Maintenant, tu peux sortir l'accoudoir, s'il te plaît? T'es sûr? L'accoudoir n'est pas un accoudoir. Oui, en fait, on se dit, c'est bizarre, c'est qu'il y a la petite sangle ici, on se dit, tiens, ça a tiré ce morceau-là. Mais non, en fait, ça ramène tout le coffre. Et on a les portes gobelets qui sont, et là, du coup, c'est la feutrine du coffre, en fait, qu'on a là. C'est pas. Et donc là, il y a tout le coffre. Et du coup, à l'arrière, ce qui est assez drôle, c'est quand il est comme ça, bah là, dans le coffre, La poignée, le bouton est ici. C'est motorisé quand même. ouais, on voit un porte-gobelet, en fait. Bon, sinon, le coffre, toujours aussi gros. Ah, il est immense. Immense. Le sous-coffre, franchement, Immense. je pourrais te mettre dedans, je pense. Et il y a un deuxième sous-coffre ici, là. Voilà, il y a encore de la Oh, place c'est ici, hallucinant. quoi. Ouais, Alors là, pour ça, Tesla, c'est vraiment leur force, hein, de savoir optimiser l'espace. Parce qu'il y a un autre espace, c'est à l'avant. Allez, on monte le frunk. Allez, Le frunk, on peut l'ouvrir soit depuis l'écran central. ouais. Tiens, je filme pour montrer quand même. Bah oui, parce que il va falloir que tu me montes d'ailleurs. Bah, c'est assez simple. Hein. Ah oui, coffre avant. Ouais, voilà. Par contre, sur la photo, ça ouvre le coffre. Là, il s'est pas ouvert. Ouais, c'est vrai. Par contre, tu peux aussi dire à ton téléphone, dis Siri, Tesla ouvrir coffre avant, ça ouvre le coffre avant. Et il n'y a pas de loquet. Il n'y a pas de Oh là, loquet. c'est. Ah, j'étais pas habitué à ça avec Tesla. T'étais pas prêt? Ah oui, non, je l'avais pas vu. Ah oui, normalement, habituellement, c'est habillé quand même. Mais il est plus petit, j'ai l'impression. Hein. Mais ça doit vibrer, ça. Ouais. Je trouve que l'écart de prix avec la version au-dessus justifie pas que ce soit aussi rabaissé, je trouve. Même là, enfin. Mais par contre, le capot a des vérins. Bon, bah allez, hein, on passe à la recharge. Allez. Alors, le port de charge, il se situe à l'arrière gauche. Donc, il est bien placé pour les superchargeurs Tesla. Voilà. Ça Forcément. serait Hein. bizarre. Donc là, on peut appuyer dessus, il s'ouvre. On peut aussi le déverrouiller depuis l'écran également. Exactement. Et il n'y a aucun petit cache en plastique. Et Ça, c'est on aime. cool. Ça, on aime. Donc là, T2 côté prise. T2 mâle côté borne. On va pouvoir la charger et voir l'écart à la recharge de cette voiture. Et d'ailleurs, si vous voulez une borne comme ça, bah c'est super simple. Vous pouvez aller sur le site lachaîne-nev.fr, rubrique pose de borne. Et là, vous remplissez un petit formulaire. Et là, vous serez contacté par jusqu'à 3 artisans. Oh, je l'ai fait au premier coup. Putain, après 6 ans. Donc là, c'est gratuit, c'est sans engagement. Donc là, vous pouvez avoir un devis et avoir une estimation. Et après, vous voyez si vous voulez. 3 en fait, comme ça on les compare. Putain, j'avais tout bien fait là, bordel. Et là, vous pouvez avoir jusqu'à 3 devis, donc vous pouvez comparer. Et après, bah, libre à vous de faire poser une borne ou non. C'est sans engagement, c'est gratuit, c'est la chaîne EV. Maintenant, Les chiffres. voici l'heure des consos. Et je pense que cette Model Y nous a choqués tous les deux. Parce que putain, c'est quand même pas mal. Putain, carrément. Ouais, franchement, c'est fou. On commence avec les Ioniq 28 en ville. Donc là, on a fait comme d'hab. Comme d'hab, je m'en souviens jamais. J'adore. Parce qu'il a toujours pas été chez Optique 2000. Et donc, je le vois au mouvement, il met la photo et je vois ses doigts qui font. Il regarde le truc, puis il réduit. Donc là, comme d'hab en ville, on a fait 16 km et une consommation moyenne de la Ioniq 28 de 8,9 kWh au 100. La Model Y propulsion, combien? Je pense qu'elle a fait moins de 10. Elle a fait 9,5. Oh, pff, 9,5. c'est hallucinant. Allez, l'écart entre les deux s'affiche ici. C'est l'écart qui compte pour le classement C'est final. Vous verrez fou. tout à l'heure dans l'explication. 9,5. 9,5. T'es pas au bout de tes surprises. C'est super bien. Là, c'est les en coup Cayenne, c'est pas possible. Allez, on passe à la route. Sur Allez. la route,
Moi, j'ai 24,9 km, donc 25, comme toi. Enfin, toi, t'as 25. Alors attends, c'est où? Non, c'est l'autre d'après. Attends, excuse-moi. Hop, je zoome. 25 à 60 km/h de moyenne. On a été un peu plus long que d'habitude. Ouais, et là, j'ai fait. Enfin, la Ioniq 28, elle a fait 9,7 km/h au 100. Combien, d'après toi? Et 10,6. 10,6. Bien joué. Non! Si, 10,6. C'est incroyable, 10,6. Ah ouais. C'est une furie, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression, on verra, vous le voyez, vous, sur l'écran, mais nous, on ne le sait pas, que l'écart reste globalement stable. Tu sais, il y a des voitures, elles sont mauvaises en ville, et puis plus on avance sur l'autoroute, plus l'écart réduit. D'autres, ça consomme peu sur ville route, et après, l'écart grandit, plus on accélère. Là, j'ai l'impression que c'est stable. Alors, on change. Allez, hop, hop. Voilà. Allez, on passe à l'autoroute. Donc sur l'autoroute, on a fait 87,8 km, on a roulé à 115 km/h de moyenne, donc comme d'habitude. Et donc, j'ai consommé 16 kWh au 100. Plus Ah que ouais. d'habitude. Ah oui, il y D'accord. avait du vent. Donc, Il y avait du vent. d'accord. Au début, Ouais. quand j'étais halluciné, je croyais qu'elle avait consommé 14,7. J'ai fait non mais c'est fou. Et en fait c'est 14,7 kWh qu'elle a consommé. Voilà. Et pas kWh au 100. Voilà. Donc c'est vraiment l'énergie totale. Mais en fait c'est quand même une super bonne conso parce qu'elle a fait 16,7 kWh au 100. C'est- Ce qui est quand même excellent par rapport à tes 16, ça dit 16. Ouais. C'est Donc, énorme. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Mais je me demande même si sur l'autoroute l'écart est pas moins. Bah si. Bah ouais, non, c'est moins. En Au plus, final, le on peut- pourcentage a dû s'améliorer au fur et à mesure. Ouais, de peu. Donc là, vous le savez, vous, nous, c'est juste un peu de tête, là, comme ça. Et maintenant, on prend tout. Moulinette, Moulinette, la chaîne EV. tous les chiffres, les consos finales normalisées, les autonomies, les son temps classement. pour faire 1000 km, son classement. Voilà, elle est où, quoi? C'est parti. Eh ben c'est parti pour la moulinette du Ioniq 28 Challenge. Alors comment ça marche? Eh ben c'est simple, on prend toutes les moyennes de conso de la Ioniq 28 sur tous les essais qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 56 essais quand même. Et à ces moyennes, on applique les écarts en pourcent relevés dans le test d'aujourd'hui avec la Tesla Model Y propulsion. Et ça nous donne les consos suivantes: 10 kWh tout pile en ville, 11 kWh tout pile sur route et 16,5 kWh sur autoroute. Pour une conso mixte de 12,5 kWh au 100, c'est incroyable. Et si on croise avec la taille de la batterie qu'on estime à 60 kWh net, ça fait les autonomies suivantes: 600 km en ville, 545 km sur route. On dépasse le WLTP dans les deux cas. Sur autoroute, 364 km d'autonomie de 100 à 0% et 255 km d'autonomie entre deux bornes, soit entre 80 et 10%. Le tout donne une autonomie mixte de 480 km pour un WLTP à 534. Durant notre essai, la voiture nous dit avoir consommé 23,44 kWh. On l'a remise à charger à 100% et la borne nous indique avoir renvoyé 28,71 kWh, soit un écart à la recharge de 22,5%. C'est vraiment pas terrible, d'autant plus qu'on sait qu'elle compte les consos à l'arrêt. Alors ça peut venir soit d'un compteur de consommation qui est un petit peu trop optimiste, soit d'un chargeur qui est pas très efficace. Quoi qu'il en soit, quand on applique cet écart à la recharge à la conso mixte qu'on a calculé plus tôt, on passe de 12,5 à 15,3 kWh au 100. Et même avec cet écart à la recharge, la voiture arrive 7ème sur 56 dans notre classement. C'est énorme. Je vous affiche un extrait du classement. Elle arrive juste derrière la Twingo. C'est quand même fou. Et loin devant la Tesla Model Y propulsion de 2022, loin devant la Kia EV6 RWD, et on parle même pas de la Xpeng G6 propulsion. Au niveau de la vitesse de recharge, la boîte en 400 volts, vu qu'elle consomme peu, elle recharge vite, 638 km/h, ça la place en 12e position de notre classement. Et quand on simule le temps qu'elle mettrait pour parcourir 1000 km, elle arrive en 14e position avec 10 heures et 3 minutes et 3 arrêts recharge. C'est très bon pour une petite batterie de 60 kWh. Au niveau du coût des recharges en heure creuse à la maison, sur la conso mixte, ça vous coûtera 2,50€ les 100 km. Et sur autoroute, au prix de 59 centimes le kWh la recharge, ça vous coûtera 9,70€ les 100 km. Mais ça c'est le prix fort. Il existe de multiples façons de payer moins cher vos recharges, que ce soit sur les longues distances ou à domicile, si vous pouvez pas recharger chez vous. Sur la chaîne EV.fr, rubrique prix de la recharge rapide, on classe tous les opérateurs de recharge du moins cher au plus cher, avec tous les abonnements, des codes promo pour avoir encore plus de réduction. Vous pouvez scanner le QR code. Et cette page est constamment mise à jour. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tous les chiffres et tous les classements de toutes les voitures qu'on a déjà essayées, c'est sur la chaîne EV.fr. Allez, conclusion maintenant. Bon, bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Donc, petite conclusion, incroyable en termes d'efficience. Ouais. L'équipement, c'est quand même un beau downgrade et on est limite au niveau sacré downgrade. on est au niveau d'une B10, on peut le dire. Hein. Pour le coup, on arrive presque en low cost sur une marque où on s'attend pas à ça. Et il y a un truc qui est très énervant, c'est qu'on peut plus acheter une petite batterie en premium. Bah ouais. C'est-à-dire si on veut une petite batterie qui est largement suffisante, t'as vu les consos, 60 kWh, ça charge en 25 minutes, c'est bon, tu fais toute ta vie avec. Et ben tu peux pas avoir les sièges chauffants à l'arrière. T'es obligé de partir sur une grosse batterie. T'as pas de. Non, t'en je dis savais pas là-dessus. trop. Non, je savais pas trop. J'avais pas orienté vers Hyundai, donc ça sert à rien. Bon bah, à la prochaine pour une autre vidéo. La bise.
Parce que des fois, quand on n'a pas de slip, rien du tout, avoir un téléphone, bah, Voilà. Alors qu'une montre, ça passe quoi. tu le sais bien toi, Alette. Voilà, tout à fait.